Bienvenue dans cette journée FNAM Top Chrono, un enchaînement de tables rondes pour parler de l'actualité du secteur politique, économique, de l'immobilier. Voilà, on reçoit de nombreux invités. Là, cette table ronde est consacrée au statut du bailleur privé. Un rapport a été remis au printemps par le député Mickaël Cosson et le sénateur Daubresse avec une série de propositions. Le but, redonner de l'attractivité à l'investissement locatif. Car oui, le marché locatif, on vous le dit, on vous le répète, traverse une crise profonde à laquelle il faut trouver évidemment des solutions. Faire revenir les investisseurs privés, par exemple, c'était justement l'objectif de ce rapport. Mais avec ce qu'il s'est passé, forcément, l'actualité politique a rebattu les cartes, la chute du gouvernement. Bon, je vous refais pas ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le projet de loi de finances 2026 qui devait porter ces mesures est tombé avec le gouvernement et l'avenir de ce statut est donc incertain. Alors, quel avenir pour ce texte ? Le statut du bailleur privé va-t-il disparaître des radars ou peut-il rebondir ? Va-t-il être récupéré ? Et puis, plus largement, quelle réponse pour relancer l'investissement locatif ? On en a besoin de solutions alors que le marché est en souffrance dans le neuf comme dans l'ancien. C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Loïc Quentin, rebonjour, président de la FNAM. Bonjour Bérénice. Merci d'être avec nous pour ce plateau qui va être riche en débats. Mickaël Cosson, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le député des Côtes d'Armor, première circonscription et donc co-auteur de ce rapport. Merci d'avoir accepté l'invitation. Yann Giano, bonjour, président de La Forêt. Bonjour Bérénice. Merci d'être là. Et Virginie Grelot, bonjour journaliste spécialisée en immobilier, journaliste pour Challenge. Bon, on va peut-être commencer avec vous, monsieur le député, on va rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi ce rapport a été commandé donc par Valérie Létard, l'ex-ministre du Logement, où ça fait mal au cœur de dire ça, et ce qu'il visait à changer justement pour les bailleurs privés? Le constat, il était simple, vous l'avez dit, on avait une crise sans précédent, qu'on peut observer aussi bien dans le public que dans le privé, qui fait qu'on a une chute de production de logements qui n'a cessé d'aller dans le même sens d'ailleurs. Et la volonté, c'était de pouvoir redonner un choc de confiance pour justement l'investissement locatif, et de faire en sorte que pour que ce choc de confiance puisse avoir lieu, non pas le travailler dans des bureaux, mais le travailler avec les acteurs présents sur le terrain. Et cette volonté qui a été de le faire ainsi, c'était Valérie Létard qui le souhaitait, c'était de pouvoir justement co-construire les mesures que nous pourrions mettre en œuvre pour redonner de la confiance, de la rentabilité et faire en sorte qu'on investisse à nouveau dans la pierre plutôt que dans le CAC 40 ou dans les assurances vie. C'est un peu ça je veux dire la feuille de route que nous avions. C'est ça qui a fait qu'on a recueilli l'unanimité. C'est ça qui fait que lors du budget que vous dites qui est aujourd'hui en suspens comme l'a été le gouvernement 24 heures, eh bien en fait fait en sorte que ça a été adopté dans ce budget. Et je pense que c'est cette méthode qui a été, je veux dire, prise, qui fera, j'en suis certain, que la raison l'emportera et fera en sorte que ce choc de confiance qu'il nous faut avoir en France, eh ben, il soit aussi présent dans le budget, peu importe par qui il sera écrit, mais qui sera voté par tous, j'en suis certain, parce que c'est un besoin nécessaire, c'est un besoin vital pour non seulement ceux qui travaillent dans le domaine du logement, mais pour ceux qui aussi ont besoin de tourner une clé le soir en rentrant de chez eux. Ah bah oui. Ça, c'est quand même l'objectif numéro 1. Alors, c'est vrai que ce rapport, vous l'avez dit, il a été plutôt bien accueilli. Il a quasiment fait l'unanimité. Loïc Quentin... Il n'a pas quasiment fait l'unanimité, il a fait l'unanimité. Alors, justement, on va peut-être en débattre. Suspense. On parlera évidemment des mesures. Alors, on détaillera pas l'intégralité du rapport, mais on rappellera peut-être les grandes mesures du rapport. Côté FNAM, Loïc, quelle lecture vous avez faite de ce rapport ? Nous ne pouvons qu'être satisfaits, je dirais, du rapport. Il nous permet de rêver encore à une solution et quelque chose qui puisse s'inscrire dans le débat, mais sous réserve de l'arbitrage budgétaire. Le statut du bailleur privé, c'est pour la FNAM, il avait été proposé déjà dès 2008. Ça fait 17 ans. Je dirais sous ce nom-là, c'était 2008, c'était D'accord. Le statut du bailleur privé, c'était une proposition de notre fédération. Ça date. Voilà, en quelque sorte, même si le terme n'est pas élégant, mais il faut restaurer la confiance de façon générale chez l'investisseur. Et enfin, je dirais un dispositif qui n'intéresse pas que le neuf. Moi, c'est ce que j'ai visé lorsqu'il y a eu les premiers échanges avec la ministre, et notamment en disant, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, flécher une mesure uniquement pour le neuf, vous feriez une grande erreur, c'est de reproduire un dispositif sensiblement identique au Pinel, et alors que vous allez laisser de côté 1 100 000 logements qui vont rentrer, qui seront indécents énergétiquement dans 2 ans. Et pour ces 1 100 000 logements, il n'y a rien de prévu. Donc oui, bien évidemment, restaurer la confiance de l'investisseur, un statut du bailleur privé, mais il faut déjà prendre en considération
les propriétaires et les bailleurs privés à date. Les 1 100 000 logements, c'est 17% du parc locatif. Donc, c'est ça qui est important aussi. Donc, oui à la mesure, parce qu'il y a une nécessité, sous une forme ou sous une autre, d'amener un levier pour soutenir la construction neuve, qui est, je dirais, aujourd'hui, qui est au plus bas. Les chiffres sont catastrophiques. On les a eus la semaine dernière. C'est l'hécatombe. C'est moins 17% des ventes sur le deuxième trimestre. Annoncés en cascade, qui est très inquiétant. Oui, il faut soutenir la construction neuve. Oui, bien évidemment, il faut flécher l'investissement locatif, redonner confiance à l'investisseur. Mais aussi, faut pas toujours non plus tout miser sur l'investissement locatif. Je le disais récemment, c'est en France 57,8% de propriétaires qui sont tombés à 57%. Quasiment 1% de propriétaires en moins. C'est 1% de Français qui ne peuvent pas accéder à la propriété restent locataires. Donc on a deux façons de gérer notamment la crise du marché locatif. Soit on réinjecte de la location, ou soit on permet à des Français aussi de devenir propriétaires et ils sortent du parc locatif. Et on soulage aussi le parc locatif. Donc je rappelle quand même qu'une politique équitable en matière de logement doit s'appuyer sur les deux piliers. C'est l'accession à la propriété et notamment soutien à l'investissement locatif via le statut du bailleur privé présenté par Mickaël Cosson et Marc-Philippe Daubresse, mais aussi ne pas perdre de vue que le parcours résidentiel, surtout des Français, doit être soutenu. Mais simplement, mon grande interrogation, avec quels moyens, notamment quelles finances, soumis à l'arbitrage budgétaire de Bercy, ça va être l'épreuve de vérité et le combat, il va être compliqué. De toute façon, il faut que nous ayons une mesure de soutien au logement, et quel qu'il soit. Alors, je salue quand même que ce rapport, aujourd'hui, pour la première fois dans toutes les mesures que nous connaissons depuis 40 ans, sur l'investissement locatif, flèche le soutien au secteur existant. Bon, j'ai mené ce combat auprès de Valérie Létard, j'ai dit, si vous ne visez que le neuf, nous ne serons pas d'accord, parce qu'il faut soutenir l'existant. Et rappelons-nous, le marché de l'existant, en 40 ans, on n'a rien eu. Là, on reproduit un dispositif de façon moindre, mais suffisamment positif pour le marché de l'existant, ce qui permet aussi de faire revenir des investisseurs dans le marché de l'ancien. Alors Yann Géano, peut-être votre avis sur le sujet. C'est vrai que vous êtes plutôt sur l'ancien. Est-ce que ce rapport est suffisant selon vous ? Oui, en effet, moi je suis sur l'existant plus que l'ancien. C'est 37 millions de logements existants en France, 32 millions dans le parc privé. Et je vais y revenir. Alors, première chose, on change de logiciel. Les bailleurs, les investisseurs qui étaient pointés du doigt, qualifiés de rentiers depuis plusieurs années, on leur dit aujourd'hui, en tout cas dans cette intention, dans cette proposition, vous êtes chacun, chacune, un acteur réel du logement en France. Et ça, c'est un changement de logiciel, en tout cas une mise à jour du logiciel qui, quel que soit l'avenir, quel que soit le gouvernement, quel que soit le ou la ministre, doit absolument être conservé. Au lieu de stigmatiser les bailleurs et les investisseurs, on doit les remercier. Ils s'endettent, ils flèchent leur épargne pour acheter un logement, et on les stigmatise. Donc, un grand bravo pour ce changement de logiciel. Ensuite, la réalité n'est pas totalement rose non plus. D'une part, parce que on a aussi le sujet de la fiscalité locale qui impacte le bailleur, la taxe foncière. On a d'autres mesures locales qui peuvent également perturber l'investisseur, l'encadrement des loyers, et qui posent aussi des problèmes aux investisseurs qui veulent se lancer dans l'achat d'un bien à mettre en locatif. Et sur les propositions en tant que telles, même si je vais voir le verre à moitié plein, moi je trouve qu'on n'a toujours pas compris une chose, c'est que l'avenir du logement, si on parle de logement, c'est le parc existant. Et qu'on doit mettre le parc immobilier existant sur un pied d'égalité avec l'immobilier neuf. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, les conditions qui sont opposées aux investisseurs dans l'ancien, on connaît déjà le résultat. On a vécu le de Normandie, on a vécu le PTZ, on sait que ça ne marche pas. C'est trop contraignant et c'est difficilement lisible pour les investisseurs dans l'ancien.
Donc c'est ce que je déplore, mais ça peut toujours également être amélioré. Virginie, justement sur ce sujet, alors c'est vrai que des dispositifs pour inciter les Français à investir dans le neuf, il y en a eu. Dernier en date, c'était le Pinel. Quel est votre regard sur ce sujet justement Non, je me disais en écoutant les intervenants, il y a ce problème effectivement qui date depuis très longtemps de trouver un statut fiscal qui soit cohérent entre le neuf et l'ancien. Il semble qu'on puisse aboutir à ce statut, qui sera celui du statut du bailleur privé. Après, il faut inscrire ça dans un contexte global. Donc, il y a effectivement des questions de réglementation pour faciliter la location. Donc, il y a des problèmes d'encadrement des loyers. L'expérimentation est censée s'arrêter très bientôt. 2026, c'est ça. 2026. Donc, on verra si c'est prorogé ou pas. Et puis, déjà, s'il y a un bilan qui sera fait. Bon, alors, il faut avoir un ministre pour faire un bilan. Enfin, bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a d'autres mesures sur peut-être l'accompagnement des locataires et des propriétaires dans les cas de tension, quand il y a des impayés, etc., etc. Bon, ça, c'est des sujets. Et puis, il y a un autre contexte qui est donc quand même propre au neuf, qui est celui du temps de la construction, qui n'est effectivement, alors c'est bien plus facile d'aller plus vite dans l'ancien, si tant est qu'il y a quand même cette condition de travaux qui est imposée par le statut du bailleur privé, mais qu'on peut comprendre, hein. Il faut délivrer aux locataires des logements de qualité, et c'est aussi un gage pour les propriétaires d'avoir un patrimoine qui vit bien, enfin qui prend de la valeur, etc. Sur le neuf, quand même, on voit toute cette crise qui dure depuis maintenant 3 ans. Un appareil productif qui a quand même été extrêmement mis à mal. On voit des entreprises faire faillite, etc. On voit, voilà, et tout le secteur de la construction et aussi de l'entretien-rénovation d'ailleurs. Hein. Il y a les problèmes de DPE, il y a les problèmes de MaPrimeRénov', il y a tout ce stop and go incessant quand même qui crée beaucoup de brouillard. Donc le statut du bailleur privé, c'est déjà une première étape, une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour qu'on puisse avoir une vraie fluidité sur le marché locatif. Est-ce que vous rejoignez Yann Géano qui suggère de s'arrêter un peu plus sur l'ancien, sur l'existant? Alors, c'est oui, mais il faut pas se tromper de débat. C'est-à-dire qu'on entend parfois, on peut mobiliser le parc de logements vacants. Le parc de logements vacants, pour l'essentiel, il est pas situé là où se situent les besoins. Donc, et puis même techniquement, c'est pas possible de transformer tous les bureaux vacants en logements. Non, alors mais même juste sur les logements. Sur alors, les logements et en vacants, plus, alors effectivement sur les bureaux, ils sont peut-être mieux situés que les logements vacants. Mais effectivement, c'est encore d'autres contraintes d'arriver à transformer tout cet urbanisme existant. Il y a des problèmes de permis de construire, il y a des problèmes de ZAN, il y a des problèmes, il y a des questions qui se posent. C'est pas toujours des problèmes, mais donc ce temps long, il favorise effectivement le parc existant à condition qu'on parle du bon parc entre guillemets et qu'on se trompe pas de cible sur ce qui doit correspondre aux besoins des ménages. Monsieur le député, les retours qu'on vous a fait sur ce rapport, justement, est-ce qu'il ressemble à ceux qu'on vous fait en plateau aujourd'hui ? Aujourd'hui, effectivement, on a plutôt des retours positifs. Maintenant, en fait, ils seront positifs si on a vraiment des actions qui vont se mener sur le terrain. Je rejoins tout à fait la question du parc existant. Ce rapport, si on veut qu'il soit, on va dire, crédible, il faut aussi qu'il tienne compte des différentes politiques qu'on mène. On peut pas parler de ZAN et puis de se consacrer sur la construction neuve. Il faut bien entendu pouvoir parler du parc existant. Si on parle du parc existant, on ne pouvait pas non plus, parce qu'il y a des limites qui sont d'ordre financier, on peut pas aborder le stock, mais on peut aborder le flux. C'est pour ça que du coup, il y a une volonté avec ces 15% de travaux sur l'ancien, pour justement faire en sorte que ces logements qui étaient dans une impasse, parce que soit les propriétaires renonçaient à le louer, soit renonçaient tout simplement à continuer à être propriétaires, et bien faire en sorte qu'il y ait des solutions pour ceux qui
en acquérir. Et je suis d'accord aussi sur le fait que on ne regarde pas le logement comme que d'un seul côté. C'est pas que le locatif. C'est effectivement comment on réussit à pouvoir créer ce parcours résidentiel tout au long d'une vie, tout au long avec ces différentes étapes qu'on peut rencontrer. On peut passer de locataire à propriétaire, mais on passe aussi d'étudiant à jeune actif, à aussi actif dont sa composition familiale évolue, et puis ensuite on devient senior. Et je crois qu'aujourd'hui, le souci, c'est finalement, on a eu que des mesures qui pouvaient être prises peut-être au niveau national, avec une intention de le voir se faire au niveau local, et à local, on bricole. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous faut de la visibilité, de la stabilité. Je suis d'accord que ce statut de bailleur privé, c'est une première pierre à l'édifice, mais finalement, il y a aussi cette transformation de bureau en logement. Moi, vous savez, je viens du ministère de l'équipement. À l'époque, on appelait l'équipement, qui a changé de nom à chaque fois qu'il y a des gouvernements qui se succèdent. Donc là, maintenant, ils changent de nom toutes les saisons. En fait, on parlait du développement durable. Il a fallu 25 ans pour qu'on puisse se dire que le développement durable, c'était aussi de pouvoir donner des secondes vies à un bâtiment qui pouvait être passé de bureau à logement. 25 ans. Par rapport à ce qu'on nous annonçait. Pour une réversibilité des usages. Bien sûr, la réversibilité des usages, c'est une manière de pouvoir justement faire en sorte que de l'existant, on y apporte une seconde vie. Et je crois que c'est dans le... Mais par contre, il va nous falloir d'autres outils, parce que il y a l'outil financier qui fait que finalement, si vous vous retrouvez avec un bien que vous achetez à 50 000 €, mais parce qu'il y a une réforme qui se passe dans un hémicycle, on vous colle 70 000 € de travaux, vous allez vous dire, mais moi, je vais pas pouvoir le faire. Donc, c'est aussi comment on fait pour protéger, comment on fait pour justement faire en sorte que le propriétaire, bien entendu, il ait des devoirs, mais il a aussi, quelque part, une aide. Donc ça, c'est un tout. On parlait de la relation propriétaire-locataire. Il y a bien entendu des obligations, mais on a aussi des droits qu'il nous faut travailler. Et collectivement, comme on l'a fait, je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut qu'on soit entendu partout, et que justement, ce fameux mur qu'on rencontre à Bercy, il puisse cette fois-ci entendre tout ce qu'il est réclamé. Alors avec la dette, je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas si le mur va tomber. Là, on parle de recettes. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les investisseurs privés. Est-ce qu'on peut dire que c'est la locomotive du marché? Parce que vous parliez du parcours résidentiel. On est chez ses parents, on devient locataire, on devient propriétaire si tout se passe bien. C'est vrai que ces propriétaires, ces investisseurs privés, on en a besoin pour tirer le marché, justement pour proposer des offres de logement à la location. Là, on voit que ça s'écroule. Les investisseurs, moins 10%. Chez vous, Yann, vous êtes passé de 27% à 17%. Les derniers chiffres de la FPI montrent un recul de 52% de ces investisseurs particuliers. Donc là, on est dans le neuf. Loïc, qu'est-ce qu'on peut dire justement? Est-ce que c'est la locomotive qu'il faut remettre sur les rails? Alors la locomotive, elle existe depuis 40 ans. Le premier dispositif de défiscalisation, c'est 1985, la loi Minerie. La première loi de finances. Et tous les dispositifs qui ont succédé sont des dispositifs éponymes des ministres qui étaient en place, avec une variation, déduction, réduction, on change un peu les bases de loyer, mais rien n'a changé en 40 ans. Vous voyez notre imagination quand même sur de façon à soutenir le marché. Et on se réveille, plus de Pinel. Et là, la promotion s'effondre. Les 60 000 logements qu'on construisait en neuf ne sont plus au rendez-vous. Et qui alimentaient principalement le parc locatif. Alors c'est pas que la faute de la fin du Pinel. Il y a d'autres... Principalement, je parle des 60 000. Des 60 000 logements qui... Il y a les matériaux, la hausse des taux... Oui. Enfin, aujourd'hui, le nombre de ventes d'appartements vendus en placement locatif, ça a descendu à 10 à 12 000. Donc voilà, dixit Pascal Boulanger. Donc, aujourd'hui, on a perdu cette attractivité. Mais à côté, je dirais qu'il faut voir le marché dans son ensemble. C'est pas uniquement de l'incitation qu'il faut favoriser. Moi, je suis pour inciter, mais à la condition aussi qu'on travaille sur le volet sanction. Et le volet sanction, il est omniprésent sur le parc locatif. La question de l'indécence énergétique de 1 100 000 logements classés F au 1er janvier 2028, c'est dans 2 ans, c'est 550 000 logements par an qui risquent de sortir du parc locatif. L'attrition, elle est beaucoup plus forte sur le parc, notamment existant, que sur l'urgence à remettre en selle des logements neufs. Si on remet en selle des logements neufs et qu'on ne fait rien pour l'existant, c'est une catastrophe absolue garantie. Donc d'un côté, il y a
je dirais, le bâton, et puis d'un autre côté, on essaie d'être attractif. Donc je crois que c'est la carotte et le bâton en permanence. Hein. Dans tous les cas, je pense que l'investisseur a besoin d'avoir un autre regard. Et ce qui manque dans le statut du bailleur privé, qui n'est uniquement qu'une approche fiscale, économique et financière de la stratégie, qui repose que sur du budget, mais l'approche du statut du bailleur privé, c'est-elle lui donner, comme le disait Yann tout à l'heure, un véritable statut, une reconnaissance de son rôle économique dans, je dirais, la fourniture de logements, et aussi avoir un grand débat sur notamment l'équilibre des rapports entre les propriétaires et les locataires. Nous sortons de 40 ans de consumérisme excessif sur une défense unidirectionnelle du locataire au détriment d'un propriétaire, et le propriétaire se voit finalement, je dirais, désarmé au fur et à mesure du temps, avec de moins en moins de droits et de plus en plus d'obligations. Permis de louer, indécence du logement, ça n'est pas possible. Nous-mêmes, quand on est obligé de revenir dans une commune pour demander un permis de louer, alors que c'est un logement et nous, l'indécence, on le contrôle depuis le décret du 30 janvier 2002. D'ailleurs, depuis 23 ans, on applique ce décret sur l'indécence, et aujourd'hui, on demande un permis de louer. On a une responsabilité professionnelle, on a une assurance, nous sommes des professionnels, et qu'on nous reconnaisse en tant que tels. Julien de Normandie avait fléché le rôle des professionnels et comme étant des tiers de confiance, mais enfin, il faut finalement permettre un rééquilibre. Donc, le rééquilibrage, il n'est pas qu'économique, ni fiscal, ni financier. D'abord, premièrement, j'attends de voir la réponse de Bercy, comment ça va se passer. Mais là encore, on sait que l'arbitrage ne dépendra que d'eux, dans une période de restriction budgétaire et de volonté de mettre fin aux niches fiscales. Donc, le débat parlementaire, il risque d'être houleux et très houleux. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi réfléchir à des solutions alternatives pour repenser aussi l'investissement. Hein, je ne veux pas ressortir ce qu'on avait proposé, nous, FNIM, mais qui est toujours d'actualité. Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain, différez à 10 ans l'avantage fiscal consenti quand on achetait dans le neuf ou l'ancien, et notamment porté à 15 ans dans le neuf, exonération d'impôt sur les revenus quand on a 10 ans de détention d'un bien immobilier. On ne touche pas aux finances de la France et on permet d'avoir effectivement un volet d'investissement et une confiance. Mais la confiance passera aussi par une reconsidération notamment du statut global qui n'est pas du statut sociétal du sous un angle propriétaire. Resteront la confiance des investisseurs. Et c'est vrai que vous l'avez très bien dit, hein, au fil des années, il y a vraiment une vision manichéenne avec le gentil locataire et le méchant propriétaire. Après, attention, les locataires ont des droits et c'est important qu'ils en aient également. Et absolument. Et la défense des locataires est très importante. Locataires, mais il faut un juste rééquilibrage et qu'on ne pointe pas du doigt notamment les propriétaires comme étant des voyous, des pestiférés. Je vois encore le rapport de la Fondation pour le logement sur l'encadrement des loyers. C'est pas l'encadrement des loyers qui sera la panacée universelle pour sauver le marché locatif. Non, mais en même temps, les dispositifs type permis de louer sont bien nés d'une situation qui existe. Alors, que les professionnels fassent une partie gèrent une partie du parc locatif. Mais il y a tout le reste. Bien sûr. Voilà. Oui. Alors nous, justement, on est contre ça, sur le fait que beaucoup de propriétaires non intermédiaires s'exonèrent de toutes les règles. Mais ça, c'est la liberté. Non, c'est pas la liberté. Non, pas de s'exonérer des règles, évidemment, mais la liberté de passer ou pas par un professionnel, c'est la liberté de choix du propriétaire. Évidemment, pas de s'exonérer du reste. C'est que la loi ne soit pas faire ce qu'on observe, c'est la fâche cachée de l'iceberg, c'est-à-dire il y a les professionnels en haut, on les vise, on les contrôle. La DGCCRF ne contrôle que notre profession, ne contrôle pas les particuliers. J'ai fait un plateau avec Corinne Joly, PAP, qui m'a ouvertement dit, mais nous, les annonces classées G, on les met sur notre site. Ah oui. Voilà. Donc, quand on veut être exemplaire, eh bien, on applique la loi. Et on fait des contrôles, et notamment on sanctionne tout aussi bien les propriétaires. Oui, mais vous savez très bien que les contrôles ne sont pas possibles. Mais non, ils ne sont pas possibles. La discrimination, nous on est soumis aux opérations de testing des SOS Racisme, on passe des conventions de partenariat avec eux pour faire de l'autotesting, et à côté, il y a plein de propriétaires qui font de la discrimination en permanence dans l'accès au logement via la location. Oui, tout à fait. Yann Géano, j'aimerais avoir votre retour terrain, parce que c'est vrai que les Français, vos clients, ceux qui passent la porte de vos agences, c'est des Français, vous êtes un tiers de confiance, hein, vous discutez avec eux, c'est un peu ça le rôle de l'agent immobilier, vous êtes vraiment dans la vie des Français. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les investisseurs ? Quel retour avez-vous ? Vous discutez avec eux, j'imagine. Est-ce que c'est la fiscalité, la réglementation, la rentabilité, ou ce que disait Loïc tout à l'heure, tout simplement de la lisibilité ? Qu'est-ce qui bloque les investisseurs aujourd'hui ? Alors, quand on parle investisseurs, et d'ailleurs certainement à tort, je pense qu'à tort, on parle d'investissement immobilier. L'investissement signifie une rentabilité face à ça. La majorité aujourd'hui des Françaises et des Français qui achètent un logement le font
pour se constituer un patrimoine à transmettre ou pour s'enrichir. Parce que l'investissement locatif, aujourd'hui, est la seule et unique solution en France qui permet d'aller voir son banquier et de lui demander « prêtez-moi 150 000 euros ». On peut essayer de le faire pour une assurance vie, on peut essayer de le faire pour du bitcoin ou pour des actions. Ça marche pas. Ça ne marchera pas. Et ça, les Français l'ont bien compris. Et ces particuliers qui veulent se créer un patrimoine, ils nous disent quand même, ils nous posent des questions très concrètes. Monsieur l'agent immobilier Laforêt, est-ce que demain, les loyers seront encadrés dans ma commune ? C'est la première question. C'est une des questions. Est-ce que demain, la taxe foncière va flamber ou va continuer de flamber ? Des travaux de rénovation énergétique, et je veux bien les faire. Vous avez des noms, des professionnels. Comment on fait les démarches ? Comment on est éligible à MaPrimeRénov'? D'ailleurs, ça existe toujours, ça n'existe plus. C'est plafonné, c'est conditionné à des revenus. Donc, ce qu'ils nous disent, les Français, c'est j'ai besoin qu'on me donne au moment où j'entre sur le terrain, comme sur un terrain de football ou de rugby, j'ai besoin qu'on me donne les règles durant mon investissement, tout mon investissement. Je vais m'endetter sur 10 ans, sur 12 ans, sur 15 ans, mais je veux savoir quelles sont les règles. Parce que c'est l'économie de mon projet. Et c'est juste du bon sens. Et ce qui repousse les investisseurs, c'est cette instabilité qui n'a jamais été aussi présente au cours des 5-7 dernières années. Et beaucoup jettent l'éponge en se disant aujourd'hui, ça n'est pas lisible. Moi, je me suis endetté, j'ai un reste à charge. Demain, je vais avoir une taxe foncière qui va m'ajouter 500, 800, 1000 euros. Je vais avoir des travaux à faire. Mon locataire va partir, les loyers vont être encadrés. Mon opération ne sera plus la même. Donc, ce que les investisseurs nous demandent, c'est de la lisibilité. Je rentre sur le terrain, c'est un match de football, ce sera 2 fois 45 minutes la mi-temps. Et à la fin de la première mi-temps, on ne va pas me dire au fait, la deuxième mi-temps, ce sera 1 minute, où il n'y en aura plus. Et c'est toute cette problématique de stabilité, de lisibilité, de confiance en la politique. On vient de le voir, hein, le DPE, on casse le thermomètre quand il ne nous va pas. Le statut LMNP aussi, loi meublé non professionnel, qui a été modifié. Tout change extrêmement régulièrement. Donc il y a un sujet, là, cette proposition apporte une réponse fiscale, n'apporte pas une réponse sur la durabilité, sur la visibilité, et n'apporte pas une réponse nécessaire non plus, mais on l'a évoqué tout à l'heure, à l'accès au logement. Petite parenthèse, parce qu'on a parlé quand même de la transformation de bureaux en logement, qui est un sujet que je connais bien, puisqu'il y a quelques années, chez Laforêt, on a créé une fondation, la Fondation Laforêt, et qui notamment a participé cette année au prix international de la transformation de bureaux en logement. C'est une micro-réponse. Oui. C'est une niche, c'est ça. Il faut quand même se le dire. Et c'est pour ça que la transformation de bureaux en logement, aujourd'hui, c'est essentiellement dans du parc social, parce que c'est archi-subventionné. Le coût de transformation de bureaux en logement est extrêmement cher et rend les logements absolument plus compétitifs aujourd'hui. Et puis, c'est pas toujours possible. Moi, je discute beaucoup du sujet avec des constructeurs, avec des aménageurs. Oui, c'est pas toujours possible. Une fois sur deux, c'est pas possible parce que les fluides ne sont. En fait, il faut que les fluides soient bien situés. Donc l'électricité, l'eau, faut que ce soit bien raccordé. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais en fait, vous savez, la plus grande impossibilité qu'il peut avoir, c'est la non-souplesse des autorisations d'urbanisme, dans le sens où parfois c'est pas possible, non pas parce que techniquement ça l'était, c'est juste parce que du coup il y a votre instructeur qui vous dit que c'est pas possible d'installer des logements dans cette zone qui est dédiée seulement à du bureau. Comme regardez toutes les zones commerciales de périphérie qui aujourd'hui, il est impossible de pouvoir faire un logement parce qu'on vient vous dire que derrière, on ne peut y mettre que du commerce. Et donc, pour pouvoir vous y rendre, vous prendrez votre voiture parce qu'on a tracé les réseaux, les routes pour s'y rendre et vous irez dans la zone qui est dédiée qu'à de l'habitat. Et ça, c'est une réalité. Heureusement que finalement, nos villes moyennes et centres, je veux dire, ou plutôt que Paris, où les grandes villes ne sont pas urbanisées de la même manière que nos villes moyennes et en province, parce que finalement, on habiterait tous le Grand Paris. Bien sûr. Monsieur le député, j'aimerais qu'on revienne
revienne sur ce qui a été évoqué juste à l'instant. C'est vrai que bon, le rapport du bailleur privé, c'est vraiment sous le prisme financier, fiscal. Oui. Est-ce que quand vous avez coécrit ce rapport, quand vous avez discuté avec le sénateur de Bresse et puis avec les personnes qui vous ont aidé à rédiger ce rapport, est-ce que vous avez évoqué justement ce qu'on s'est dit là, le statut sociétal du propriétaire, la place du propriétaire bailleur dans la société? Est-ce que c'est des choses que vous vous êtes dit? Est-ce que vous êtes conscient qu'il faut évoluer aussi sur ces angles-là? C'est quelque chose qu'on a martelé et rappelé, c'était tout simplement de dire que déjà le parc privé, c'est 99% qui est détenu par des propriétaires privés et qui, en plus, pour les 70%, ne disposent que d'un bien. Donc ça, c'est aussi casser le mythe de se dire que nous avons des propriétaires multi-bailleurs, voilà, alors que c'est pas du tout le cas. On le dit, c'est parfois pour un complément de revenu. Et forcément, lorsqu'ils se retrouvent avec une réglementation qui évolue du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver avec une impossibilité de pouvoir continuer à le rester, soit parce que du coup, on va leur imposer des travaux, soit parce que du coup, les règles vont évoluer. Et donc, c'est aussi une sorte de visibilité, de stabilité qu'il nous faut avoir pour justement qu'on puisse se retourner enfin vers la pierre, alors qu'on s'en est détourné depuis plusieurs années. Et c'est aussi, parmi ces propositions, on parlait de la stabilité, c'est de faire en sorte que on puisse avoir un amortissement sur la durée de l'emprunt, on puisse, d'un point de vue fiscal... Oui, là, c'est encore fiscal. Ouais, oui, mais un point de vue fiscal, mais c'est aussi un point de vue pouvoir d'achat, parce que si vous êtes propriétaire, qu'on vous change les règles, et que du jour au lendemain, vous pouvez plus défiscaliser, parce que du coup, ça va vous coûter plus cher que de le louer que de pas le louer, à un moment, vous vous en débarrassez. Et c'est aussi, dans l'ancien, c'était obligé de faire 15% de travaux. Pour que justement on ait dans la rénovation du parc une action sur l'existant. C'est de faire en sorte aussi que sur cette question de la plus-value, on la corrèle avec la durée de l'amortissement. C'est-à-dire si on fait un emprunt sur 20 ans, c'est au bout des 20 ans que je pourrais revendre mon bien si je veux le vendre sans être taxé. Donc je pense que ça répond pas à tout, bien entendu, mais c'était redonner les conditions qui fassent qu'on retrouve la rentabilité, parce qu'on parlait des investisseurs. Aujourd'hui, c'est ce qui nous faisait part, comment voulez-vous qu'on lance une opération lorsqu'en face, on est incapable de pouvoir vendre notre produit parce que c'est plus du tout rentable. Donc, mais du coup, vous n'agissez que sur la rentabilité, c'est ça? Vous connaissez d'autres moyens de pouvoir faire en sorte que les gens se tournent vers la pierre que la rentabilité, sans parler bien entendu des droits qu'ils peuvent bénéficier. C'est déjà une première. Qu'est-ce que vous allez mettre de l'argent si on vous dit que c'est pas rentable? Vous le faites pas. Vous allez vous tourner vers votre assureur. Après, il y a d'autres choses qui peuvent freiner. Je pense par exemple au SWAT. Se constituer un patrimoine qui sera cofinancé par des locataires. Oui, mais à quel coût? Parce que la rentabilité, c'est quand même l'argument le plus attractif et le plus déclencheur. Au quotidien, non. Pas forcément. Non, on n'a pas d'investisseurs qui rentrent nous voir en disant « Bonjour, je cherche un bien et je voudrais 6, 7, 8, 10%. » Ils ne donnent pas un taux de rentabilité. Ouais. Non, ils ne l'expriment pas comme ça. Mais ils espèrent au moins que le crédit sera remboursé par les loyers. Et c'est ça pour eux la rentabilité. Mais il n'y a pas vraiment de rentabilité. Enfin, si on veut vraiment de la rentabilité, il faut aller sur les marchés financiers, il faut prendre des risques. Au bout d'un moment, quand on cherche 10%, c'est pas la même. D'une ville moyenne, on n'a pas la même définition de la rentabilité, du coup. C'est un bon investissement d'investir dans la pierre, un investissement qui offre une rentabilité. Non. Enfin, alors, moi, je dirais que c'est toujours un grand débat. On parle pas de rentabilité, on parle de rendement. Le rendement, c'est comme une terre à l'année, ce que ça donne, et le rendement, le loyer, c'est le rendement à l'année. L'investissement, il est rentable quand on vend. On le sait à ce moment-là, on le sait pas avant s'il est rentable, son investissement. Le rendement dégagé permet effectivement de faire face aux échéances de prêt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut, et l'investissement doit pouvoir bénéficier de la règle de stabilité. Comme la fiscalité d'ailleurs. Mais moi, quand je prends l'histoire de la fiscalité immobilière, aujourd'hui, on met en place un amortissement. Mais en réalité, c'est une déduction sur les loyers, un amortissement. L'histoire de la fiscalité immobilière en France, en 85, on avait jusqu'à 35% d'abattement sur le revenu brut. On est descendu à 25, à 20, à 18, à 16, à 12, à 10, à 8, à 6, et aujourd'hui, on a 20 € par logement. Voilà comment on a déshabillé la fiscalité. Voilà comment on a effectivement introduit une règle de non-stabilité de la fiscalité de notre pays qui, finalement, a repoussé le nombre d'investisseurs plus les autres contraintes. Mais aujourd'hui, moi, je ne crois pas plus à un amortissement dans la durée
qui ne serait pas déshabillé par Bercy en fonction des nécessités budgétaires. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un problème culturel qu'il faut effectivement aborder sous tout son angle. C'est pas uniquement fiscal, c'est aujourd'hui à quoi sert un investisseur dans notre pays et redonner la place et des lettres, je dirais, de sécurisation à l'investisseur. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Cet investissement, il est nécessaire par rapport au problème de logement que rencontre la France et surtout les Françaises et les Français. Donc faisons en sorte que justement, eh bien, ce soit les Françaises et les Français qui participent à ce problème qu'est le logement, plutôt que de pouvoir encore s'appuyer sur peut-être des gros investisseurs. Là, c'est l'occasion, par ce biais-là, de se dire, eh bien moi, je vais pouvoir participer au problème du logement que je peux rencontrer sur mon territoire. Parce que du coup, j'ai les conditions maintenant pour pouvoir le faire. Mais je pense à taux d'intérêt faible, à Bérénice. Les taux d'intérêt sont bas aujourd'hui. Moi, je connais plus à 17%. Aujourd'hui, un taux d'intérêt de 3, de 4, de 5. Oui, mais vous comparez à une époque où les prix de l'immobilier n'étaient pas les mêmes. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Un taux d'intérêt de 3 ou de 4 ou de 5, la part de l'amortissement du prêt dans une mensualité est extrêmement importante. Donc, écoute, encore, on épargne plus que le paiement d'un loyer. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir uniquement la stratégie de soutien à l'investissement locatif, mais restaurer l'accession à la propriété. Quand je dis que le nombre de propriétaires baisse aujourd'hui, les projections à 20 ans sont catastrophiques. On va perdre 15% de propriétaires. Est-ce qu'on veut une France? On sera à 42% de propriétaires? Oui, c'est les projections qui sont dans faites. 20 ans. En fonction, aujourd'hui, c'est le parcours résidentiel des Français est rompu. Les Français, la classe moyenne, ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est un cheval de bataille tout aussi important que l'investissement locatif. Quand on est plus locataire, si on devient propriétaire, on n'est plus locataire et on soulage un parc. Donc je crois qu'il y a un arbitrage à faire entre les deux, et l'arbitrage, il ne se présente pas, il n'est pas dans le discours politique que l'on entend, on est tous focalisés sur le statut du bailleur privé. Oui, c'est une flèche, oui, c'est une possibilité, mais c'est pas l'unique solution, et en cela, ça ne fait pas une politique du logement. On est en train de refaire, on aurait le risque de refaire ce que l'on a fait avec les dispositifs successifs de défiscalisation depuis 40 ans, sauf que là, aujourd'hui, et enfin, on aborde, merci monsieur le député, un soutien au parc existant, et ce qui est fondamental, surtout avec les échéances qui s'annoncent. Virginie? Non, après, des fois, je me demande, est-ce qu'il faut aussi être autant crispé sur cette notion de parcours résidentiel, dans la mesure où aussi, ce qu'on peut voir quand même dans le logement, c'est que les usages évoluent, les besoins évoluent, et cette image aussi du parcours résidentiel qui est un peu datée d'une génération, on va dire, un peu plus boomer, même si, à un moment... Allez, au passage, bim. Je suis pas très loin derrière. C'est pas la mode de dire ça. Non, mais j'écoutais... Je n'aborderai pas le sujet. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. J'ai écouté ce matin, il y avait une projection de la Fédération française du bâtiment qui faisait état de 452 000 nouveaux logements par an, et ça, c'était les besoins jusqu'à 2030. Ouais. Et alors, il y a un vrai besoin de logement, on le sait... on est en retard, on le sait. Et pourquoi on a besoin de nouveaux logements? Il y a effectivement la croissance démographique. Bon, là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un petit hic, mais c'est peut-être que passager. Mais surtout, il y a un changement des besoins. C'est-à-dire qu'on a un allongement de la durée de vie. À un moment, le logement qui vous correspond sera peut-être pas celui qui vous correspondra 30 ans plus tard. Il y a beaucoup de décohabitation. Il y a beaucoup de mobilité, que ce soit les étudiants, les actifs. Je pense aussi que les nouvelles générations, elles sont peut-être plus mobiles, ou en tout cas, elles ne vont pas respecter ce schéma un peu classique que moi aussi j'ai eu. Enfin, vous faites vos études éventuellement Prince, vous travaillez à Paris, et puis vous repartez après, ou pas. Enfin... Mais et ce côté usage, je pense qu'il est assez mal compris encore. Oui, tout à fait. Mal analysé, en tout cas. Mal analysé, et donc, et c'est aussi pour ça que ça achoppe, où on ne sait pas exactement ce qu'il faut construire, puisque on ne sait pas exactement ce dont on aura besoin. 68% des Français veulent accéder à la propriété, Virginie. Oui. Mais sondage récent. Je suis d'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, on le sait, accéder à la propriété, c'est cher. Alors c'est cher parce qu'il n'y a pas assez de logements. C'est coûteux aussi quand vous êtes en mobilité. Si vous déménagez, vous revendez et vous rachetez, vous reprenez une petite salve de droits de mutation au passage. Et aujourd'hui, les conditions de marché font que, à un moment, effectivement, ces 20 dernières années, pas de problème, on a amorti tous les frais possibles de la terre, les prix augmentaient comme des fous. Ce sera plus forcément le cas demain, surtout si on construit beaucoup plus. Donc, et ça, c'est plein de curseurs. Je dis pas que les Français ont pas envie d'être propriétaires.
propriétaires. Je dis que leurs besoins et leurs usages ont changé. Il faut rendre le rêve accessible. Il ne faut pas périser l'accession à la propriété. Non, je dis juste qu'il faut écouter aussi ce dont les gens ont besoin et il faut qu'il y ait... et puis le mode de vie des gens, vous parlez des... Non, mais il faut des sas de sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous vous séparez, par exemple, le besoin d'un logement, il est immédiat et temporaire, parce que il vous faut une porte de sortie qui va pas durer 4 ans. Voilà. Et donc, notamment sur la vacance, c'est quelque chose d'extrêmement relatif et qu'on analyse assez mal, je pense, aujourd'hui. Et un autre phénomène qui m'a été confirmé par les notaires, il n'y a jamais eu autant de célibataires en France. Et les gens, acheter seuls, c'est compliqué. On achète plutôt à 2. On achète en ménage, quand on est en ménage, c'est ça. Vous parlez du parcours résidentiel, on est locataire seul, on se met en couple, on achète à 2. C'est ça, la plupart des Français, vos clients, ils achètent à 2. Aujourd'hui, il y a combien de célibataires, de personnes qui habitent seules ? Seules, est-ce qu'on peut acheter seul ? Alors, des gens qui habitent seuls, oui, il y a de plus en plus de ménages d'une personne. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il y a des gens qui sont seuls et qui achètent, bien évidemment. Mais c'est plus compliqué. Bien évidemment. Non, mais tout à fait. Mais ça oblige peut-être à revoir aussi le mode d'accompagnement de la nouvelle forme d'organisation et des ménages en France. Les ménages ont considérablement changé. Je crois que dans tous les cas, il y a une augmentation très forte, ce qui est le principal levier de besoin de logement. Mais la structure du ménage a changé. Des ménages d'une personne sont aujourd'hui majoritaires dans notre pays. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire des studios. On a des logements, je dirais, certes, plus petits qu'avant, mais ça oblige aussi à repenser, et notamment quand une personne est seule, elle a un enfant, elle a une charge de famille, souvent quand c'est une mère isolée, eh bien on a besoin aussi d'avoir un dispositif d'accompagnement pour lui permettre d'accéder à la propriété. Moi je dis tout simplement, c'est que vu et compte tenu, je dirais, de l'orientation de notre régime des retraites, on ne peut pas imaginer qu'au moment de la retraite, on n'ait pas un toit au-dessus de sa tête. Je crois que c'est une vision d'un État de pouvoir orienter, favoriser ces possibilités d'accession. Je crois que les Français sont assez majeurs et matures pour se dire on y va ou on n'y va pas, on risque pas. Il y a des incidents de la vie qu'on peut être amené à revendre, mais je dis quand les taux d'intérêt sont faibles aujourd'hui, quand vous faites une simulation par un taux d'intérêt bas, la part des intérêts compris dans une mensualité dès la première échéance, elle est infinitivement plus faible, notamment, et on amortit immédiatement un capital. Donc c'est ça qui est important. Donc l'argent reste en épargne plutôt qu'être donné à un propriétaire dans le cas d'une location. Je crois que ça fait partie d'une politique, d'une vision étatique du logement. Ça, c'est quelque chose qui devrait être complètement étranger à la politique, sur lequel la politique n'a pas d'emprise. Je crois qu'on devrait comprendre ces mécanismes économiques simples. Mais j'irais même plus loin, ça devrait même être expliqué à l'école. Bien sûr. C'est vrai, ça devrait être. Il faudrait déjà l'expliquer à beaucoup de parlementaires. Pas monsieur le député présent. Pas monsieur le député présent. Non, je dis simplement. Il y a de la pédagogie. Non, mais il y a de la pédagogie à faire. Non, mais chez beaucoup, parce que des députés compétents en matière de logement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il faut pas oublier. Mais il y en a, et on est content d'en avoir un. Tout à l'heure, il y avait Anaïs qui était avec nous, et on est content qu'il soit avec nous cette journée. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose à laquelle vous discutez justement l'Assemblée nationale, peut-être de l'éducation financière. Alors, ça avait été mis sur la table, je crois que par Gabriel Attal au moment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire, et apprendre aux Français à le placement immobilier, devenir investir. Enfin, c'est quelque chose à laquelle. Apprendre, vous voulez dire, à gérer son portefeuille. C'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait être utile à chacun, mais je suis d'accord sur le fait que le logement, contrairement à ce que c'est dans la vie courante, finalement, lorsque la première insécurité qui existe, c'est le jour où vous n'avez pas de toit. Parce que du coup, vous cherchez des études, parce que du coup, vous avez un nouveau travail, parce que du coup, votre vie familiale évolue, parce que du coup, vous devenez senior et que votre logement n'est pas adapté, vous voulez vous rapprocher des commodités, mais c'est impossible parce qu'il n'y a pas cette offre. Ça, c'est une insécurité auquel chacun est confronté. Et finalement, j'ai l'impression, et je persiste à le dire, c'est pas forcément le quotidien auquel j'assiste depuis 3 ans que je suis député, que le logement soit une priorité pour les Françaises et les Français lorsqu'on est au sein de l'hémicycle. On entend plein d'insécurité sur plein d'autres choses. Par contre, on ne parle pas de la vie des Français. Et je crois que le logement, ça en fait partie, parce que c'est la première insécurité que vous pouvez avoir. C'est quand vous pouvez vos valises et que vous pouvez rentrer le soir, vous pouvez vous projeter positivement sur ce que vous allez y faire. Par contre, quand vous avez ce souci de ne pas savoir où vous allez vous loger, c'est difficile de pouvoir penser à autre chose. Et on n'a pas évoqué un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le logement des étudiants. Tous ces étudiants, ça n'a jamais été aussi dramatique. Cette année, des étudiants, alors j'ai pas les chiffres de cette année, il y a 2 ans, c'était 12% qui renonçaient à leurs études faute de logement. Là, c'est
c'est carrément l'égalité des chances qui est menacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas les parents qui peuvent nous loger, qui ont de l'argent pour nous, on peut pas faire d'études en fait. Le nombre d'étudiants qui renoncent à leurs études, qui font du camping. Hier, je discutais avec des notaires qui ont leur alternant qui font du camping pour aller travailler. Enfin, et je crois que le problème du logement étudiant, parce qu'à chaque fois on le dit, il nous faut concentrer les logements étudiants où est-ce que l'enseignement supérieur est concentré. Il va nous falloir aussi réfléchir à ce que l'enseignement supérieur, c'est pas voué qu'à des grandes métropoles. On peut aussi avoir de l'enseignement supérieur qui peut être présent dans des villes. Oui, mais ce sera jamais. Le niveau sera jamais aussi bon. Encore une fois, ça fait des privilégiés. Alors, moi, je vois pas la différence entre Saint-Brieuc et Rennes. Moi, je veux parler de la Bretagne. En quoi un Briochin, il pourrait pas avoir des études supérieures qui se développent sur son territoire et qu'elle serait mieux à 90 km parce qu'il doit prendre la voiture, parce qu'il doit aller dans un logement. Non, je parle par rapport à Paris. Non, mais je vous parle. Oui, mais moi, je vous parle de ce qu'il existe parce que tout le monde n'habite pas à Paris, vous le savez. Bien sûr. Je sais. Je suis la première à le dire. Et donc, aujourd'hui, le fait, c'est... Je pense que l'éducation nationale a un rôle à jouer. Bien entendu, le ministère du logement. Mais je pense qu'il y a une corrélation à voir. C'est bien de pouvoir construire des logements étudiants où est-ce qu'il en manque. C'est bien aussi de pouvoir se dire où est-ce qu'il y a du logement vacant, qu'on puisse créer de l'enseignement supérieur. Alors justement, Valérie Létard m'a confié il y a 10 jours que une mission a été lancée. Alors je ne sais pas si elle va durer, si elle va continuer avec la chute du gouvernement, justement avec les recteurs d'académie, avec le ministre de l'enseignement, ex-ministre de l'enseignement supérieur, les préfets de région qui se réunissent tous. C'est une task force en fait qui vont se réunir pour définir région par région où il y a des besoins accrus en logement étudiant. Il y a 5 milliards d'euros qui ont été bloqués par la Caisse des dépôts pour justement créer du logement étudiant. Ça, je ne sais pas ce qui va advenir de cette mission. Je pense que si cette mission elle est née, je pense qu'elle répond à un besoin, pas un besoin d'un gouvernement, peu importe de savoir qui sera à la tête. Je pense que c'est une mission qui nécessite justement d'être creusée parce qu'elle n'a jamais été et qu'aujourd'hui il nous faut réfléchir à l'échelle des territoires. À l'échelle des territoires. Toute politique nationale, elle n'est pas forcément bonne d'un territoire à l'autre. Bien sûr. Aujourd'hui, si on met l'accent, par exemple, sur le logement actif, c'est pas forcément quelque chose dont a besoin peut-être la Bretagne, mais par contre, à Dunkerque, il en a absolument besoin. Le logement étudiant, il va nous falloir, en fait, avoir une déconcentration de l'action du logement pour que, justement, on réponde aux besoins. Faire en sorte que on parle de logements non plus en quantité, en quantité, mais en la qualité en fonction de, justement, du territoire dans lequel nous sommes, de la composition de ce territoire, et faire en sorte que, on répond à un besoin. Pas une politique nationale qui va, en fait, on va au niveau local bricoler. Je crois qu'il va nous falloir avoir des outils au niveau local pour pouvoir justement permettre ce parcours résidentiel. Virginie ? Ouais, ça veut dire faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis, 30 ou 40 ans. C'est remettre. C'est pas forcément une impasse. Hein. Ah non, mais c'est-à-dire remettre des services publics, des hôpitaux, des écoles, des pôles universitaires en région. Non, je vous dis pas ça. Je vous parle d'avoir un équilibre territorial. Mais justement, c'est-à-dire que moi, je considère qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un très bon pôle d'excellence à Saint-Brieuc, à Rennes, à Nantes. Il doit y avoir des pôles d'excellence, effectivement, qui sont dispatchés sur le territoire. Ça veut dire qu'il va falloir aussi accompagner par d'autres infrastructures, donc plus d'hôpitaux. Enfin, c'est détricoter tout ce qu'on a détricoté. Mais c'est compliqué. Ouais. Et les rapports sur le logement étudiant, ça fait 15 ans qu'il y a des rapports sur les besoins de logement étudiants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on peut se baser sur les bâtiments existants. Vous savez que les lycées, quand même, les effectifs des lycées diminuent. Oui. Donc ça signifie que les classes elles vont toujours être présentes. Oui, mais on dit bien aussi qu'en 2030, le nombre d'étudiants baissera. Oui, tout à fait. Ouais, même les écoles primaires. Non, mais ça, c'est un autre sujet, c'est une baisse de la natalité. On dispose d'un parc qui est sur des répercussions sur les... Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus réversible et plus modulable et qu'on réfléchisse aussi à un peu, effectivement, je suis bien d'accord sur le côté territorial, mais ça veut dire aussi enclencher un mouvement un peu inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, je vais vous donner un exemple. On a un collège qui était à Saint-Brieuc, qui s'appelait le collège de Braz. Aujourd'hui, ce sont, à l'époque, pendant 25 ans, 30 ans, c'était 700 collégiens qui ouvraient les portes. Aujourd'hui, c'est une école de santé. Il y a 500 étudiants qui préparent pour devenir infirmières, pour devenir... vous avez raison, monsieur le député. Voilà. Des fois, il y a des politiques de décentralisation qui sont salvatrices, notamment pour des territoires qui sont un petit peu abandonnés. Il y a une façon aussi de refaire vivre des territoires quand on tourne tous les équipements nécessaires et qui sont surdimensionnés par rapport aux populations. Donc, aujourd'hui, c'est le problème que vous soulevez, c'est un problème évident de absence de vision. On s'écarte un peu du sujet. Absence de vision, d'aménagement du territoire dans son ensemble. La notion d'aménagement du territoire, elle
Elle n'existe plus dans les politiques au niveau du ministère du Logement. Il y a eu un temps, c'était le ministère du Logement et de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, il n'y a plus de prospective, il n'y a plus de vision sur l'aménagement de notre territoire, notamment dans les 15 Il y avait un commissariat au plan aussi. Oui, comment ? Il y avait un commissariat au plan aussi. Oui, bien sûr, comme on avait la DATAR aussi. Et la DATAR n'existe plus. Cette DATAR rendait des rapports qui étaient absolument importants et on voit tout, les transports, la santé, les écoles, le positionnement. Et aujourd'hui, il y a plus d'analyse prospective et d'anticipation. Une vision transversale. On est un peu une politique subie, plutôt qu'anticipée. Voilà, c'est un peu ça. Et ça changera pas tout de suite, en tout cas. Je crois. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges riches et francs. On retient 3 idées forces de cette table ronde. La nécessité d'un cap politique clair pour les bailleurs privés, des réponses rapides pour redonner confiance aux investisseurs et la volonté partagée de simplifier et de sécuriser l'investissement locatif. Merci à vous 4. On se retrouve dans quelques instants à 12h précises pour une table ronde sur la formation des professionnels de l'immobilier. À tout de suite.